cache l'écran là, non? Non, ça va? Ok. Donc, effectivement, Myriam et moi avons participé à une enquête sur les processus de sécularisation qui s'axait sur deux terrains, Mayotte et La Réunion. C'est une recherche qui a été dirigée par Élise Lemercier et Élise Palomares, qui sont maîtresses de conférences à l'Université de Rouen. En gros, l'idée c'était d'étudier l'islam ultramarin en interrogeant les relations entre le religieux et le politique, telles qu'elles se tissent donc à La Réunion et à Mayotte. Mayotte étant devenu le 101e département français en 2011. Alors juste pour préciser que la recherche elle était vraiment sur deux monographies. L'idée c'était pas de faire une comparaison Mayotte-Réunion. Vous pouvez le voir d'ailleurs au niveau de l'équipe de recherche. En fait c'est des chercheurs différents qui ont travaillé sur ces deux terrains, sauf donc Hugo Bréant qui a été postdoctorant dans le cadre de cette recherche et qui a fait donc les deux terrains à Mayotte et à La Réunion, mais pour le reste, on s'était spécialisé sur un terrain spécifique. Et donc, j'ai dit, ça a été financé par le ministère de l'Intérieur, le Bureau central d'études. Voilà. Donc, nous, avec Myriam, on a travaillé sur la question de l'état civil parce que, en gros, quand on réfléchit au processus de sécularisation, concernant Mayotte, les deux institutions les plus prégnantes sont la justice et l'état civil, qui étaient donc des prérogatives religieuses. Et dans le cadre du processus de départementalisation, il y a eu une volonté de la part de l'État donc de séculariser ces institutions. On a d'ailleurs nos collègues Élise Palomares et Élise Lemercier qui sont davantage spécialisés, qui ont davantage travaillé sur la justice, et nous, on s'est concentré sur cette question de l'état civil. En gros, ce qui s'est passé, c'est qu'à Mayotte, il y a eu donc un état civil qui s'est mis en place au moment de... Enfin, en gros, dans le cadre de la départementalisation, qui a donc abouti en 2011. Et en fait, travailler sur l'état civil, pour nous, ça nous permet d'engager une réflexion globale sur la gestion publique de l'islam, du point de vue des transferts de compétences, c'est-à-dire en gros comment l'État a pensé ce transfert de compétences qui est d'identifier les personnes et d'administrer leur état civil. Alors à Mayotte, l'état civil c'était une prérogative des cadis. Est-ce qu'on explique ce que c'est un cadi peut-être? Vous pouvez tout expliquer. Alors vas-y. Non, juste un cadi. On va dire très brièvement les juges musulmans. C'est affaires de l'état civil, je reviendrai là-dessus. D'accord, je reviendrai après. Super. Et donc depuis 1997, les documents d'identification sont administrés par l'État français à Mayotte. Donc il y a eu un transfert. En gros, les registres de l'état civil qui étaient tenus par les cadis sont partis à la mairie, enfin aux différentes mairies de Mayotte, différentes communes, cette année-là. Et donc l'angle de l'islam et de la sécularisation, ça permet de questionner la construction de l'État et également la construction du sentiment national, du sentiment d'appartenance au prisme de la question religieuse, puisque Mayotte, on ne va pas préciser, mais Mayotte, c'est une île à 97% musulmane, je crois, 95, ne chicotons pas. Donc voilà, donc, effectivement, nous, dans cette recherche, il s'agit dans un contexte de pluralisme juridique, parce qu'il y a encore un pluralisme juridique à Mayotte, on va vous l'expliquer, de mettre l'accent sur ce qui se joue au moment de l'instauration
d'une des compétences régaliennes les plus importantes de l'État, qui est donc celle de l'identification des personnes, et par ricochet, celle de son appartenance à la nation et de sa légitimité par la suite à transmettre sa nationalité par la voie notamment de la filiation. Bon, alors je vous présente très rapidement le terrain. Aujourd'hui, vu qu'on a 1 heure, on a décidé de ne pas énormément développer notre enquête. Enfin, on va vous montrer des extraits d'entretien, on va quand même vous parler de notre terrain, mais ça ne va pas être énormément développé parce qu'en fait, on n'a pas le temps de tout faire dans la mesure où on veut aussi vous expliquer bien le contexte mahorais, l'histoire de Mayotte, etc. On n'a pas pu tout faire, mais en gros, voilà, donc, on a fait un terrain en mai-juin 2019 auprès de fonctionnaires, magistrats, directeurs de service, etc., notamment de fonctionnaires du parquet civil, donc, qui administrent l'état civil à Mayotte. On a travaillé aussi aux archives du tribunal, Myriam vous expliquera pourquoi. Et on a fait des journées d'observation au service naissance de l'hôpital de Mamoudzou. Mamoudzou, c'est la capitale de Mayotte. Auprès de 3 agentes d'état civil qui étaient là. Donc il y a eu 80 déclarations sur les 3 jours. Où on a fait des observations. Voilà. Donc en gros, on va d'abord, Myriam va vous présenter rapidement l'histoire de Mayotte. Ensuite, elle va vous expliquer, en fait, on a décidé de développer cette communication sur 2 points principaux. Donc, la réforme de l'état civil et ce qu'on appelle la CREC, donc la commission de révision de l'état civil. Oui. Voilà. Et donc ça, c'est dans un premier temps, en gros, comment ça s'est passé cette réforme et qu'est-ce qui n'a pas marché, parce qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas marché. Et dans un second temps, moi je vous parlerai de comment l'état civil, et notamment via les officiers d'état civil, comment l'état civil est devenu un levier, voire a été instrumentalisé pour participer au contrôle migratoire et comment la filiation a été un peu instrumentalisée au sein de ces politiques migratoires de plus en plus restrictives. Donc moi, je vais commencer par vous situer Mayotte, et après, je ferai un détour indispensable par l'histoire, un détour assez bref, en essayant de mettre en valeur les éléments qui peuvent conduire à saisir les enjeux qui se sont joués dans les questions des réformes qu'on va vous présenter. Donc Mayotte est derrière vous, c'est situé dans le canal du Mozambique, et plus précisément dans l'archipel des Comores. Mayotte est une des îles de l'archipel, elle est constituée de deux îles, Petite Terre et Grande Terre, et elle est peuplée d'environ 212 000 habitants. Donc Mayotte, on va y revenir, depuis 2011 est le 101e département français, et depuis 2012 elle est devenue région périphérique de l'Europe. Donc les Mahorais sont des citoyens français et qui relèvent pour une grande part d'entre eux d'un statut civil de droit local, inspiré des coutumes malgaches et des règles de l'islam sunnite. Donc avec les Kanaks, les Wallisiens et les Futuniens, ils sont ainsi parmi les derniers citoyens français à relever d'un statut distinct de celui du droit commun. Alors les cadis, qu'on peut traduire comme des notaires et des magistrats musulmans, ont été chargés jusqu'en 2010, jusqu'à la veille de la départementalisation, de l'application de ce droit local à Mayotte. Donc, pourquoi la carte est importante, parce qu'on voit vraiment que les 4 îles, les Grandes Comores, Anjouan, Mayotte et Moli, sont très proches. Et on entend souvent aux informations les récits terribles de morts en Kwassa, voilà, les traversées sont principalement, c'est surtout Anjouan, Mayotte, en gros, la traversée, on va dire, la plus récurrente. Puis après, vous verrez, on va vous parler des femmes anjouanaises qui sont
qui sont visés par les politiques de contrôle migratoire. Et juste pour vous montrer, en gros, effectivement, Mayotte, l'autre département, l'autre effectivement territoire d'outre-mer le plus proche, c'est la Réunion. Et il y a quand même des connexions assez récurrentes avec la Réunion. Donc voici, donc petit détour par l'histoire, indispensable comme je vous l'ai dit, pour comprendre dans quelle configuration se sont développées ces réformes. Donc Mayotte rentre dans la France, dans le giron français en 1841. Elle est vendue à la France par le sultan Adrien Soli. Donc elle est la première des 4 îles de l'archipel que vous avez vu donc à être colonie française. Et c'est un élément assez important parce que quand dans les années 70, les personnes voudront se séparer des autres îles, ils prendront comme élément cette antériorité de la France à Mayotte. Donc en 1912, l'archipel dans son entier devient une colonie dépendante de Madagascar. Elle vit dans l'ombre de Madagascar et sans un grand budget. En 1946, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la colonie des Comores recouvre une autorité administrative et financière et devient un territoire d'outre-mer à l'image de l'ensemble des colonies françaises. Donc pour la première fois, le territoire des Comores forme une entité administrative. Donc vraiment tout l'archipel forme une entité administrative distincte et devient un territoire d'outre-mer. Donc quelque chose d'important, le chef-lieu, la capitale du territoire est située à Mayotte. Et ça c'est très important parce que Mayotte était considérée comme l'île la plus rurale. Elle était déconsidérée par rapport aux aristocrates des Grandes Comores, etc. Et la place du chef-lieu ici permettait qu'il y ait sur petite terre des administrateurs et de maintenir une position privilégiée. Donc l'archipel devient territoire et donc la constitution du 27 octobre 1946 met fin à la distinction coloniale entre sujets français et citoyens, tout en intégrant la spécificité du statut personnel de droit local dans la nationalité, sans contrevenir au principe de citoyenneté, s'ils voteront plus tard en 1956. Donc ces années, placées sous le régime du TOM, vont être marquées par des rivalités entre les îles. Des rivalités entre les îles. Il faut savoir que les conseillers territoriaux sont répartis selon leur origine insulaire et sur les 30 sièges qui siégeaient à l'Assemblée, on en compte seulement 4 de Mayotte. Et ce déséquilibre des forces inquiète les élus mahorais. Mais c'est vraiment ce qui va accroître les rivalités, c'est précisément ce déplacement du chef-lieu dont je vous parlais. On décide de déplacer le chef-lieu en 1958 de Dzaoudzi à Mayotte à Moroni, en Grande Comore, et cela vraiment va exacerber les tensions. Ce transfert va durer pendant 7 ans, il sera définitif pendant 7 ans, et va avoir de graves conséquences économiques. Les hommes vont partir de l'autre côté, et on a eu certains récits de personnes qui ont vécu en disant ils sont partis de l'autre côté avec les économies, etc. Et souvent, dans l'histoire de Mayotte, pour les partisans de Mayotte française, ce transfert de la capitale va être conçu comme le début de la lutte pour que Mayotte devienne un département. Je renvoie à ça, si ça vous intéresse, aux travaux de Mama Idriss, qui vient de soutenir sa thèse sur la question du mouvement populaire mahorais sur l'indépendance. Donc ces années 60 sont marquées par les hostilités entre les îles et aussi par d'importantes tensions à Mayotte entre ceux qui veulent rester arrimés à la France et les autres. Et j'en parle juste très vite. Dans ce mouvement, les femmes ont joué un rôle très important. On les appelait les chatouilleuses. Des femmes qui ont mis en œuvre la résistance et leur mode d'action était la chatouille. Donc la chatouille, on a souvent tendance à euphémiser la violence des femmes. La chatouille, ça peut être mortel. Donc les chatouilleuses, ça fait partie de la mythologie de Mayotte française. Elles ont dit, dans le récit de Mayotte, on a dit aux hommes, réveillez-vous, c'est nous qui sommes
Mayotte serait française grâce à ses chatouilleuses. Donc dans les années 70, à l'heure des indépendances, les Comores vont demander l'indépendance et il y aura un premier référendum en 1974 et la grande majorité est pour l'indépendance sauf Mayotte. Et la France, au mépris des conventions internationales, va décider de tenir compte du vote île par île et va prendre en compte la décision de Mayotte de rester française. Donc, le président du conseil du gouvernement des Comores, Ahmed Abdellah, va proclamer l'indépendance des 4 îles le 6 juillet 1975 et la France va refaire un second référendum en 1976 qui va confirmer le vote des Mahorais et la France va donc valider la décision de Mayotte de demeurer française et celle des 3 autres îles de devenir un État indépendant, de devenir l'Union des Comores. Donc en 1976, Mayotte va avoir le statut de collectivité d'outre-mer. Un statut qui était censé être provisoire, mais qui va durer 25 ans, dans lequel Mayotte sera un petit peu le grand oublié de la métropole, et 25 ans où les élites politiques vont n'avoir de cesse d'essayer d'avoir la possibilité, l'assurance de devenir un jour département français. Donc, malgré l'inscription de Mayotte dans la Constitution française, avec le statut de 1976, ces élus mahorais craignent d'être abandonnés par la France et craignent d'être encore sous le joug des Comores. Et d'ailleurs, sous la pression des élus locaux, en 1995, va être mis en place, instauré plutôt le visa Balladur. Alors qu'il faut savoir que jusque-là, dans l'archipel des Comores, chaque personne des îles a de la famille dans une autre île, on voyage, on travaille, etc. Le visa, et ça a eu des effets délétères sur toute la configuration de la région, avec le visa Balladur, c'est un visa qui est imposé pour les autres îles. Donc, ce visa en 1995 marque encore davantage la frontière avec les autres îles et la distance juridique qui distingue les personnes de l'archipel. Mais pour les élus locaux, c'est une nécessité, ils veulent le département français et bien se distinguer donc, de leurs voisins qui sont aussi souvent leurs cousins, demi-frères, sœurs et frères. Donc, mais ce que savent les élus, c'est que il y a 25 années de flou statutaire et les discussions qui portent sur l'avenir de Mayotte éludent la question du droit local. En fait, la question du statut de l'île, du statut institutionnel de l'île, est le point central des préoccupations. Dans les débats parlementaires, dès 1976, on voit que ce qui est avancé comme l'un des principaux motifs pour rejeter l'option départementale, c'est ce statut de droit local. De ne pas être département et musulman. Donc, les élus locaux savent bien que ce statut fait défaut, mais la volonté d'être français à tout prix, pour reprendre une expression de Sophie Blanchet, les a conduits à écarter cette question du débat public. Il y a, comme un mantra, nous voulons être français pour être libres, sans être expliqué à la population ce que ça signifiait réellement d'être français. Il y a eu quand même, dans la visée d'une consultation en 2000, en 1996, 2 groupes de réflexion sur l'avenir de Mayotte, un qui était établi à Paris et l'autre installé à Mayotte. Donc dans les 2 groupes, ce sont la question des spécificités locales qui était au cœur des réflexions. En fait, la question qui se posait, c'était comment on peut être français et mahorais. Comment on peut être français, sont les musulmans et de droit local. Donc les débats ont vraiment fait apparaître des tiraillements entre Mayotte et entre l'attachement à la culture de l'île et la volonté de s'ancrer plus rapidement dans la République. Donc le groupe local est parvenu quand même à un certain consensus. C'était nécessité de stabiliser l'état civil et le maintien du statut personnel, même si on n'excluait pas certaines réformes. Mais ces débats pourtant cruciaux sont restés cantonnés au cercle restreint des élites. Les élus locaux ont éludé la question de l'institution cadiale et du statut personnel
ont évidé la question avec la population. Ils ont bien compris que la réforme de ce droit de nature professionnelle est déterminante pour obtenir l'état de département, mais ils s'inquiètent des réactions de la population qui reste attachée, au moins symboliquement, à l'existence des cadis et leur statut personnel. Donc, dans la lignée de ces rapports, il y a la loi du 11 juillet 2001 qui donne le statut de collectivité départementale. Donc, on est toujours de collectivité territoriale. On est... Non. Je me suis trompée, collectivité départementale. Ah, c'était pas moi. Voilà. Excusez-moi, j'ai fini. Donc, cette loi exclut toujours à court terme la perspective du département et elle prévoit une nouvelle constitution sur le statut de l'île dans les 10 ans à venir, à l'issue d'un alignement sur le droit commun. Alors là aussi, comme en 1976, lorsqu'on étudie les débats parlementaires, on voit bien que le statut personnel tient encore lieu d'arguments qui interdit la projection dans le département. Un procureur de justice disait à l'époque, la justice cadienne n'a rien à voir avec la justice, et la coexistence de ces deux systèmes met à bas l'égalité des citoyens devant la justice. Donc la loi va confirmer l'existence du statut personnel, mais elle va lui attribuer un autre nom. Elle va l'officialiser à travers une nouvelle expression, on ne parle pas de statut personnel, mais de statut de droit local. Donc, et la loi va aussi préciser les modalités de renonciation. Il faut savoir qu'il y a eu très peu de renonciation. Je vous retrouverai les chiffres. Il y a une possibilité de renonciation au statut, ce qui n'est pas sans évoquer le statut personnel au moment colonial. Donc, en fait, à l'époque, le législateur est convaincu que le statut s'éteindra de lui-même, et d'autant plus que lorsque un enfant naît, si un des deux parents est de droit commun, c'est le droit commun qui l'emporte. Donc, le législateur était convaincu qu'à long terme, le statut local disparaîtrait. La loi 2001 réduit aussi le champ d'application du statut personnel, mais ce sont tout particulièrement les deux lois qui vont suivre, qui vont progressivement vider le statut de droit local de son contenu, notamment la loi de 2003 qui supprime les discriminations en matière de succession pour les enfants, et la loi de 2005 qui supprime la polygamie et la répudiation. Donc, tout en continuant d'exister, le statut civil de droit local a ainsi réduit à une coquille vide, pour reprendre l'expression de Sophie Blanchy. Et parallèlement à ces changements-là, il y a des changements bien évidemment qui affectent la justice cadiale. Et en 2010, à la veille de la départementalisation, les cadis n'ont plus aucune existence. On projette pour eux un certain rôle de médiateur qui n'est pas vraiment défini. Donc tout ça s'est fait de manière extrêmement rapide, en 10 ans. Il y a un très bon article sur Mayotte de Rémi Carayol, qui était le spécialiste de Mayotte, qui parle d'une départementalisation à la pelleteuse. Et ça décrit réellement ce qui s'est passé, 10 ans sans préparer les personnes à ce qui allait leur arriver. Donc j'en arrive à la réforme de la CREC. Est-ce que jusque-là, voilà. Donc, c'est bon. Il y a des questions ou pas? On continue, ça va? Donc, au bout de ces 10 ans, 2011, 2011, Mayotte a le statut de département. Donc, je vous ai parlé des réformes du droit local et des cadis, et il y a une réforme qui est intimement liée, c'est la réforme de l'état civil. Elle est étroitement articulée aux réformes du droit local et de la justice cadienne. D'ailleurs, donc dans tous les rapports, on voyait l'urgence qu'il y avait à établir un état civil un état civil propre, pour reprendre les expressions des rapports, pour pouvoir devenir département. René Dosière, dans un de ses rapports, explique que la départementalisation est impensable si on n'a pas préalablement établi un état civil fiable. Et on trouve aussi dans le débat des résonances aussi du monde colonial, où l'extension d'une nationalité pleine et entière exigeait un état civil en ordre. Donc, la réforme de l'état civil et dans son sillage celle du statut de droit local et la justice cadiale ont été engagées, et ça c'est très important de le souligner
pour comprendre le contexte de Mayotte dans un contexte de répression très forte de l'immigration clandestine, enfin, qui est devenue clandestine à partir de 1995, à partir de l'instauration du visa Balladur. À l'époque et jusqu'à aujourd'hui, la question de l'immigration des îles voisines sature les débats publics. Elle est l'explication de tous les maux de l'île. On l'accusait avant d'empêcher la départementalisation. Aujourd'hui, elle est accusée de la mettre à mal. Donc, à l'époque, pendant tous les 10 ans, on a essayé de s'aligner sur le droit commun. Il y a beaucoup de marches contre l'immigration clandestine. Il y a eu aussi des manifestations, enfin, une répression très forte de l'immigration. Et ce qui ajoute à ça, il faut aussi noter que l'ensemble des travaux parlementaires sur la départementalisation tracent des liens directs entre, d'un côté, les imperfections de l'état civil et de l'autre, le développement de l'immigration irrégulière en provenance des îles voisines, arguant qu'il existe un lien entre les détournements du statut personnel de droit local, certaines activités des cadis et la difficulté à distinguer les personnes en situation irrégulière, d'émigrés en situation régulière, des immigrés clandestins à Mayotte. Donc c'est aussi en partie, aussi en partie au nom de la lutte contre l'immigration clandestine que ces réformes ont été nommées. Donc là, je vous ai mis un extrait un verbatim de l'ancien président du tribunal de première instance qui explique, vous pouvez le lire, théoriquement l'immigration et la justice cadiale sont deux questions différentes. En réalité, le fait que les cadis fassent des actes dépourvus de garanties juridiques crée une sorte d'appel d'air favorable à diverses manœuvres. L'état civil est à l'origine de nombreuses régularisations. Donc, si on s'intéresse au travail de la CREC en tant que telle, donc la CREC, elle est mise en place en 2000. Elle était la commission de révision de l'état civil en 2000, dans la prévision donc de 2011 du département. Elle est chargée d'établir les actes de naissance, de mariage ou de décès qui auraient dû être portés sur les registres de l'état civil de droit commun ou de droit local à Mayotte, c'est-à-dire rétablir les actes d'état civil avant le 9 mars 2000. Et elle est aussi chargée d'attribuer un nom patronymique pour l'inscrire sur les registres d'état civil. Alors que l'état civil du droit local est inspiré du droit coranique, la CREC propose aux Mahorais de choisir de manière définitive un prénom à chaque enfant, mais surtout un patronyme identique au père de famille, à l'épouse et aux enfants. Donc, on va voir que cette réforme de fond, qui touche au sentiment même de la définition de soi, n'a pas été des moyens nécessaires, a été sous-dotée et a été très mal articulée à la population locale. Donc l'enquête que nous avons conduite au sein des archives du tribunal montre, à travers les contestations qui ont été portées par les administrés à la connaissance du tribunal, quelques erreurs de la CREC. Mais il faut dire qu'on a pu avoir, on s'est intéressé aux archives de 2007 parce que nous avons juste 2 jours pour dépouiller les archives. Et cette année, il n'y a que 3 cartons, soit 45 dossiers. Et à l'époque, pour bien situer notre matériau, à l'époque, on est en 2007, la CREC a commencé en 2000, mais très peu de personnes se sont saisies de la CREC. Donc il y a très peu de dossiers. Et on peut voir qu'on a vu que pour les années 2011 et 2012, on avait 16 à 20 cartons, alors qu'en 2007, nous n'en avons que 3. Donc, mais néanmoins, ce matériau permet de nous donner un petit peu un aperçu des erreurs qu'a fait la CREC. Déjà, on peut voir que parmi, je vous ai dit qu'on avait 45 dossiers, que parmi les 45 dossiers pour l'année 2007, il y a 26 demandes de rectification qui sont acceptées par le tribunal. Donc, le premier constat qu'on peut tirer de ce chiffre, c'est celui de l'approximation et de la négligence avec laquelle la CREC a motivé ses décisions. Donc, parmi les nombreux cas de figure, on trouve notamment le cas des doublons. Le cas de doublons, c'est-à-dire que, en raison de la lenteur des procédures, qui sépare les temps de décision avec celle des notifications de la CREC, certains administrés, saisissent donc une seconde fois la CREC dans une autre commune dans l'espoir de voir leur dossier aboutir plus rapidement.
Et la commission, ça me semble fou, n'avait pas mis en place un fichier commun au sein des différentes municipalités de l'île. Donc, un grand nombre de doublons ont été actés sans que les rapporteurs ne s'en rendent compte. Et toujours en 2019, encore aujourd'hui, hein, presque 15 ans après, plus de 20 ans après le lancement de la CREC, ces questions de doublons persistent encore. L'autre cas de figure est vraiment lié à l'absence de formation des rapporteurs. On voit que les rapporteurs ont été très peu formés. On n'a pas associé, et Aurélie vous le dira, hein, les officiers d'état civil qui, eux, avaient une meilleure connaissance de la population et des histoires de droit. D'ailleurs, il y a eu des petits tiraillements entre eux. Donc, très souvent, les rapporteurs n'ont pas interpellé les administrés au sujet de tous les thèmes qui devaient être actés. Hein. Choix du nom, acte civil, choix du statut juridique, nom choisi pour les enfants, etc. Donc, plusieurs requérants reviennent, saisissent la justice pour leurs enfants, pour le statut juridique, pour se prononcer sur l'un de ces points. Hein. De nombreuses erreurs ont été faites sur l'attribution des noms. Par exemple, je vous laisse lire cet exemple-là où quelqu'un va saisir la CREC, il se rendit compte que son père l'avait saisi sans le prévenir, donc il n'a pas le même nom que son père et celui de sa fratrie. Donc nous avons, il y a des fautes d'orthographe, mais nous avons laissé les lettres telles quelles, sans reprendre les fautes d'orthographe. Donc formulées logiquement et naturellement par mon père, M, cette décision a été faite sans que je sois consultée au cas où j'aurais souhaité changer de prénom ou de nom de famille. En effet, lors de cette démarche, j'étais en métropole afin de continuer mes études et j'étais déjà majeure à cette époque et d'après mes informations, c'est moi qui devais en faire la demande. Ne reniant en aucun cas le nom de famille choisi, je souhaiterais juste garder comme nom de famille le prénom de mon père, d'autant que j'ai un enfant en métropole portant déjà comme nom de famille. Ah, même changer, cela pourrait être facile, je souhaiterais éviter cette démarche et celui sera surtout pour moi rendre hommage à mon père, qui est pour moi un exemple. Et le fait de porter comme nom de famille son prénom serait pour moi un honneur et un plaisir. Espérant que vous comprendrez cette démarche qui est nécessaire pour mon épanouissement et celui de ma future famille, je reste à votre disposition pour vous fournir plus d'explications, même si je dois me rendre à l'audience. On voit ce qu'est la portée du prénom, ce que peut provoquer un changement de prénom, et c'est juste un cas parmi d'autres. C'est les cas vraiment les plus courants. Ces cas d'absence de concertation dans les familles. Hein. Et puis, souvent, alors ce qui a suscité aussi beaucoup d'émoi, c'est que des gens se sont rendus compte, à la suite d'erreurs commises par la CREC, ou même parfois, parce qu'ils ne comprendaient pas ce qui se passait, qu'ils avaient changé de statut. Ils étaient passés du statut de droit local à celui de droit commun. Donc, c'est vraiment le problème le plus récurrent, celui de la détermination du statut. Alors c'est très compliqué pour la détermination du statut. Alors les rapporteurs avaient ce morceau de feuille pour pouvoir retracer qui était de statut de droit local et de statut de droit commun. Ce qui est quand même très important parce qu'il faut bien que l'état civil doit délimiter les ayants droit et définir clôturer l'espace national et définir une fois pour toutes qui est mahorais, donc qui entre dans la communauté nationale et les autres. Donc ces enjeux-là sont très importants. Et oui. Si je peux faire un petit point. Ah oui. La différence entre les rapporteurs et les officiers d'état civil en termes de statut et d'où ils venaient. En fait, les rapporteurs, ils étaient embauchés par l'État. D'accord. Donc ça pouvait être des mahorais, voilà. Mais en tout cas, ils avaient une mission d'État. Et les officiers d'état civil, ce sont des agents en gros de collectivités territoriales qui sont embauchés par les mairies, en gros. Et on a vraiment, en fait, ici, une opposition entre le pouvoir de l'État et le pouvoir local, avec d'un côté les rapporteurs qui avaient une très mauvaise maîtrise de la transmission du droit local et en gros des différences entre droit local et droit commun, versus les officiers d'état civil qui, eux, étaient bien plus connaisseurs de cette question-là. Mais en fait, il y avait des scissions, ils ne s'entendaient pas du tout. Ils n'étaient même pas dans la même pièce, c'est-à-dire qu'en gros, les mairies devaient réserver des salles pour les rapporteurs de la CREC, mais souvent, ils étaient complètement mis au banc, il y avait des conflits avérés, parce qu'en fait, en gros, ces rapporteurs, ils représentaient aussi l'État, quoi. Donc, en fait, et la métropole,
en un sens, même s'ils n'étaient pas forcément métropolitains. Mais voilà. Et il y a une des raisons pour lesquelles il y a aussi eu énormément d'erreurs, c'est qu'il y a eu très peu de collaboration entre les officiers d'état civil et les rapporteurs. Et ces rapporteurs avaient très peu de formation, et au final, ils avaient ce bout de papier, quoi. Ils avaient ce bout de papier pour déterminer si la personne était de droit local ou de droit commun. Et ça, ça a été extrêmement problématique. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a encore plein de problèmes au niveau de la réforme de l'état civil. Les Mahorais qui n'étaient pas capables de justifier une filiation à la date où Mayotte était entrée dans la France, devaient retrouver les papiers remontant à leurs grands-parents et leurs grands-parents. Et c'est chose très compliquée. Je vous donne un extrait de lettres qu'on a vues sur droit local et droit commun. Il a été décidé que mon acte de naissance et mon acte de mariage ont été reconstitués en droit commun, ce qui signifie que mes enfants sont aussi concernés. Étant donné que je suis musulman, cette décision ne me convient pas. C'est pourquoi je demande à la Commission de ne pas changer mon statut de droit local et celui de mes enfants en statut de droit commun, car ces mentalités, ces conditions et ces obligations ne correspondent pas à ceux de la religion musulmane. Mes enfants prendront leurs décisions eux-mêmes dès qu'ils atteindront l'âge adulte, mais actuellement, ils doivent rester en statut de droit local comme moi. Ce qu'a montré aussi l'enquête, c'est la méconnaissance des individus sur qu'est-ce qu'être de droit local ou de droit commun. Personne s'était interrogé de son droit. On a parlé avec un responsable de la CREC qui nous dit qu'il n'y a que les élites. Les élites étaient passées en droit commun en se disant si jamais un jour on retourne dans le giron comorien, nous on sera les vrais Français. Donc ça a créé de nombreuses incertitudes, d'autant plus que les Comoriens qui font une demande de naturalisation, eux, sont de droit commun. Donc en se demandant pourquoi il y a certains Français de droit local, pourquoi il y a certains Français de droit commun, est-ce qu'un Français de droit local vaut mieux qu'un Français de droit commun? Et aussi, beaucoup faisaient la confusion, on croyait que le passage au droit commun était comme une espèce de reniement de la religion musulmane. Là, et de la vraie maorité. Monsieur le Président, je peux vous jurer que j'ai toujours possédé des papiers français, bien longtemps après cette date, et qui m'ont permis, entre autres, de faire ma carrière à la préfecture de Mayotte. Je n'ai jamais connu notre nationalité en dehors de celle de la France. Depuis 51 ans, je m'appelle MC, et je me considère comme une Mahoraise, puisque j'y suis née et j'y vis sans interruption. Après 51 ans, la loi de mon pays me dit que vous vous appelez M parce que vous n'êtes pas Mahoraise. Si dès ma naissance, les institutions de mon pays, qui sont les mêmes, m'avaient attribué ce nom, il n'y aurait jamais cette incompréhension de ma part aujourd'hui. Monsieur le Président, je m'adresse à votre haute autorité pour vous prier de me permettre de garder mon identité de toujours qui est MC. Ce choix a été donné à tous les Mahorais. Donc on voit, alors, toujours en replaçant, en disant que les personnes qui ont écrit ces lettres sont certainement les personnes les plus dotées. Donc toutes ces difficultés qui touchent au cœur même de ce qu'être de l'île de Mayotte. Donc en 2010, je vais finir et laisser la parole à Aurélie. D'après les termes de Yves Moati, qui était juge à l'enfance, personne à Mayotte ne savait plus en 2010 de quel droit relevait son statut civil, sauf ceux encore peu nombreux qui avaient expressément renoncé à celui de droit. Et puis il faut savoir qu'à l'époque de la mise en œuvre de la CREC, peu de Mahorais avaient déjà fait l'expérience d'une confrontation directe avec l'administration d'état civil français. Ils n'avaient pas eu, avant le passage à la CREC, la preuve tangible de leur citoyenneté française. La CREC et ce changement ont suscité beaucoup d'inquiétudes. Sur cette inquiétude, sommes-nous vraiment français? Et ces inquiétudes qui sont ressorties de nombreux entretiens et qui, et c'est une hypothèse, ont renforcé les tensions aussi avec les individus des autres îles voisines, au point de faire des demandes pour qu'on interdise la double nationalité. Des choses qui ont été relayées par les politiques en métropole. Donc, juste un rapport du GISTI de 2015 fait état de la présence à Mayotte de nombreuses personnes de nationalité française à Mayotte qui n'ont pas eu le moyen de prouver, soit parce qu'elles n'ont pas l'acte de naissance, soit parce qu'il leur est impossible de prouver leur lien de filiation avec l'un de leurs parents ayant la nationalité française, soit parce que rien ne prouve que ce parent possède bien cette nationalité française. Donc des Mahorais encore se trouvent incapables de justifier
une filiation à la date où Mayotte a été intégrée à la France. Donc, on peut juste, et je laisserai la parole, souligner comment ce pluralisme juridique, ce pluralisme de droit a été déconsidéré, pas pris en compte par l'État français, et Mayotte en paye encore le prix. Et c'est un lien direct avec la question de la filiation. Oui, tout à fait. Et donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est que la CREC, au final, c'est un peu le premier... je vais utiliser un mot un peu fort, mais bon, en gros, c'est un peu la première infiltration de l'État, de la métropole dans Mayotte. C'est-à-dire, en gros, c'est un peu les premiers actes de la volonté d'instaurer les fonctions régaliennes propres à l'État. Et il y a eu plein de... Bon, il y a eu à la fois le fait que c'était mal préparé, etc., voilà, une méconnaissance des rapporteurs de la CREC, du droit local notamment, et aussi une mauvaise appréhension du territoire, parce qu'il y a encore plein de territoires à Mayotte, enfin, plein de personnes qui disent mais moi la CREC je l'ai jamais vue, ah bon, mais je savais qu'il fallait le faire, en même temps je l'ai jamais fait, mais en même temps ils sont jamais venus me voir, bon voilà. Donc il y a aussi plein de territoires qui n'ont pas du tout été appréhendés par la CREC, et de fait, encore aujourd'hui, alors on ne sait pas combien il y a de personnes qui n'ont pas encore allé faire, en gros, rétablir leur état civil, je ne sais pas si on dit ça comme ça, établir ou rétablir, mais donc a priori il y a encore énormément de personnes à Mayotte qui ne sont pas passées par la CREC, alors même que ça devait être fini depuis 10 ans. Ouais, et beaucoup de gens qui... Il y a beaucoup de recours parce qu'il y a beaucoup d'erreurs dans les noms, il y a des fratries où on ne porte pas le même nom, il y a des difficultés, il y a toute une génération qui va... Donc voilà, ce lien avec l'instauration de l'état civil, il se fait aussi dans un contexte, Myriam vous l'a dit, de tensions très fortes migratoires liées à la mise en place, entre autres, du visa Valet-Jour en 1995, qui empêche la libre circulation au sein de l'archipel et qui crée un véritable non-sens en termes tout simplement de relations économiques, familiales, sociales, voilà. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a un vrai lien qui va s'instaurer entre l'accession à la citoyenneté et la démonstration, la vérification de la filiation. Ce lien, il est historique, notamment dans les travaux sur l'Empire colonial. Il y a déjà plusieurs travaux qui ont montré, donc, comme Emmanuel Saada, Nora Stoller, qu'il y avait cette peur du trafic de citoyenneté qui a guidé la mise en place de statuts dérogatoires visant à contrôler les mariages interraciaux, les relations sexuelles interraciales. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'à Mayotte, cette question, elle est fondamentale. Et il y a une peur donc des reconnaissances frauduleuses de paternité qui rythment en gros toutes les réflexions, mais aussi toutes les étapes législatives sur le contrôle des migrations. Et qui donc est profondément ancrée avec la question de l'état civil. Juste pour faire un détour sur Emmanuel, par l'historienne Emmanuel Saada, ce qu'elle montre, c'est que la mise en place en gros, il y a eu la mise en place de dispositifs visant à dissuader les hommes français, notamment en Indochine, de reconnaître les enfants dont ils seraient les pères avec une femme indigène. Et en fait, elle explique que c'est une logique impériale qui est déployée principalement donc en Indochine, mais aussi un peu plus à la marge en Afrique, à Madagascar, qui vise à enrayer, donc là, je la cite, un danger politique, celui, en gros, de permettre à ceux qui sont considérés comme indésirables, des indigènes, d'accéder à la pleine citoyenneté via la filiation, et ce, au mépris de tout ce
ce que la bâtardise peut engendrer en termes de désaffiliation sociale, familiale, etc. Et en fait, ce qu'on constate, c'est qu'à Mayotte, on assiste en un sens à ce type de procédé, c'est qu'en gros, il est demandé aux officiers d'état civil de veiller à maintenir fermée ce que Emmanuel Salada appelle la porte étroite de la citoyenneté, en travaillant de concert avec la police aux frontières afin d'enrayer les trafics de paternité. Donc là, je vous ai mis un extrait d'entretien d'un haut fonctionnaire au parquet civil de Mayotte. Donc le parquet civil, c'est le parquet qui régit l'état civil et qui explique, voilà, donc sur une île qui subit une très forte pression migratoire, l'état civil, c'est la porte d'entrée nécessaire, obligatoire, vers la régularisation pour tous les gens qui sont de nationalité étrangère et qui ont des enfants nés à Mayotte. Donc ce qui est intéressant, c'est que, en fait, nous on est parti de l'idée que travailler sur les officiers d'état civil, ça nous permettrait de travailler sur une fonction, dans le contexte mahorais, une fonction vraiment frontière, dans tous les sens du terme, puisqu'ils endossent aussi la fonction de contrôleur, en gros, de guichet d'immigration en un sens, alors même que, évidemment, ce n'est pas du tout dans leurs compétences d'origine. Donc voilà, en gros, il y a des enquêtes qui ont été faites sur les agents de guichet au sein de différentes institutions de l'État, sur le travail des agents d'État social, etc. Mais il y a peu d'enquêtes sur les agents en charge de faire le lien entre appartenance nationale et filiation, travaillant donc au sein de services d'État civil. Donc à Mayotte, les officiers d'état civil sont investis d'une mission de contrôle migratoire et je vais vous expliquer en gros comment ça s'est... comment en fait, peu à peu, ils ont eu cette attribution de compétences. Donc, en gros, concernant... bon, là je mets retour sur la loi Asile-Immigration parce qu'en gros c'est l'aboutissement, mais bien avant cela, il y a toujours eu donc à Mayotte, en gros, la lutte contre l'immigration clandestine est incarnée depuis bien longtemps par l'image de la femme étrangère, et notamment anjouanaise, venant accoucher sur l'île. Je suis sûre que vous avez tous entendu parler de la plus grande maternité de France. Chacun nous montre la maternité Mamazou, qui fait plus. Voilà, et donc effectivement, il y a énormément de stigmatisation de ces femmes qui viennent accoucher à Mayotte et dont leur seul but serait de trouver un Mahorais qui irait reconnaître cet enfant en le déclarant à l'état civil et en disant que c'est son fils. Et donc ça permettrait à cet enfant d'accéder de fait à la nationalité française et aux anjouanaises et aux mères étrangères d'y accéder en tant que parents d'enfants français. D'accord ? Donc, en fait, la lutte contre l'immigration, elle a toujours été marquée par ça, marquée par cette image de la femme anjouanaise. Et donc, il y a eu des amendements qui ont été adoptés à partir de 2006, qui sont propres à Mayotte, qui veulent donc lutter contre les reconnaissances frauduleuses et en proposant que Mayotte ait un statut dérogatoire en termes de droit du sol. D'accord ? Donc dans cette loi du 24 juillet 2006, l'officier d'état civil est invité à saisir le procureur de la République s'il estime qu'il existe des indices sérieux laissant présumer que la reconnaissance est frauduleuse. En gros, que le père n'est pas le père. Je tiens juste à préciser que dans le droit français, la paternité est déclarative. En fait, a priori, les officiers d'état civil n'ont pas à chercher le lien biologique entre le père et l'enfant. Voilà. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que Thomas Michaud, qui était à l'époque vice-procureur à Mayotte en 2006, explique comment
les officiers d'état civil doivent saisir ces indices. Donc, il dit, je le cite, l'officier d'état civil doit saisir en même temps le parquet et la PAF, donc la police aux frontières. Après une enquête rapide, le parquet décide s'il y a ou non suspicion de fraude. Par exemple, le mariage, ou ce qu'on appelle les paternités de complaisance, donc les paternités dites frauduleuses. Et donc, nécessité d'une poursuite judiciaire. Dans 90% des cas, la suspicion de fraude n'est pas retenue. Dès lors, le parquet informe l'officier d'état civil et ajoute « Il ne me semble pas opportun de saisir l'autorité administrative ». Donc en gros, l'idée, c'est en gros, l'officier d'état civil doit dire « Voilà, j'ai un doute sur le fait que le père est vraiment le père ». Il saisit la PAF. L'acte d'état civil est mis en suspens. Enfin, la PAF a 2 semaines pour investiguer, faire des enquêtes, demander au père de justifier en disant voilà, mais vous étiez en métropole à l'époque où madame est tombée enceinte, est-ce que vous pouvez justifier que vous étiez là, est-ce que vous avez des billets d'avion, voilà, des choses comme ça. En gros, une enquête pour vérifier de la potentialité du fait que le père est vraiment le père. Et si, en gros, le soupçon n'est pas avéré, l'acte n'est plus mis en suspens et il est terminé, quoi, en gros. Et si le père, il est prouvé que le père n'est pas le père, l'enfant n'a pas de... Le père ne peut pas être sur l'acte de naissance de l'enfant. Donc c'est la mère seule qui le déclarera. Et donc là, il y aura des enjeux en termes de droit du séjour qui seront bien différents. Ça va? C'est bon? Et juste là, avant que tu passes, la dernière. Ce qui est intéressant, c'est que, cet dispositif a été étendu à l'ensemble de l'île et aussi il a servi de modèle à plus largement dans l'Hexagone. Voilà, donc c'est l'idée aussi qu'à Mayotte, en termes de politique répressive de l'immigration, certains disent que Mayotte constitue un véritable laboratoire. Et on a des diagnostics, notamment en 2019, on va vous parler de l'île, le droit du sol, ça vous plaît? Je dis quoi? C'est pas grave. Et en fait, donc, la création du dispositif anti-fraude en 2016 a été expérimentée au début sur, donc c'est le dispositif dont je viens de vous parler, sur quelques communes, et ensuite il a été étendu à l'ensemble de l'île. Et par le biais de la loi Asile et Migration, il est maintenant étendu également à la métropole. Donc en gros, il est possible maintenant pour les agents d'état civil d'avoir le même type de pratique. Voilà. On a ça dans les hôpitaux, voilà. Donc voilà, ça c'est une affiche. Je vais vous lire ce qu'il y a écrit dessus. Il y a écrit, attention, donc, la reconnaissance frauduleuse dans le but de faire régulariser un étranger est punie par la loi. Donc ça, c'est une affiche qui a été affichée dans l'ensemble des services d'état civil des mairies, dans les hôpitaux et même à l'aéroport. On l'a vu en sortant de l'avion. Et c'est écrit en français, en arabe et en shimaoré. Voilà. Shimaoré. Et donc, on voit bien effectivement les différentes collaborations, donc la PAF, etc. Voilà, donc je vais passer à la suite. Voilà. Et donc, effectivement, effectivement, donc l'accusation. Quoi? Oui. Donc l'accusation faite aux femmes étrangères de forcer les portes de la communauté nationale trouve écho en fait dans différentes propositions successives pour réformer le droit du sol, et ce depuis une quinzaine d'années. Donc, par exemple, en 2005, le député UMP de Mayotte, Mansour Kamardine, proposait déjà des mesures pour limiter l'accès à la nationalité au motif que des femmes comoriennes viendraient accoucher à Mayotte.
Cette même année, le ministre de l'Outre-mer de l'époque, François Baroin, expliquait dans un entretien au Figaro que les Comoriennes, je cite, venaient accoucher à Mayotte pour que leurs enfants obtiennent la nationalité française. Et donc, il en appelait à une réforme du droit du sol. En 2008, le secrétaire d'État à l'Outre-mer, Christian Estrosi, présentait une décision exceptionnelle concernant l'île de Mayotte en envisageant l'adoption d'une mesure qui ferait, selon lui, que, je cite, tout enfant né de parents en situation irrégulière ne pourrait plus réclamer la nationalité française. On voit bien le statut dérogatoire. Et Nicolas Sarkozy, en 2016, alla dans le même sens sur l'île de la Réunion en déclarant que le droit du sol devait être une présomption et non un droit absolu. Donc on voit bien qu'il y a tout ce processus-là qui aboutit à terme à, je vous l'ai écrit ici, la proposition de loi du sénateur Tani. Donc c'est une proposition de loi qui a été validée le 7 mai 2018 par le Conseil d'État et entérinée par la loi du 10 septembre 2018. Qui crée un droit du sol dérogatoire applicable à Mayotte. Et donc, donc cette loi permet, donc, surnommée la loi Tani, prévoit que pour un enfant né à Mayotte uniquement, hein, ça ne s'applique pas, donc évidemment, c'est bien là son statut dérogatoire, ça ne s'applique pas à la métropole. L'obtention de la nationalité française, quand les conditions de résidence sont remplies, est conditionnée à la résidence régulière d'un de ses parents depuis au moins 3 mois. Donc, ce que cela entend, c'est que les officiers d'état civil sont censés vérifier le droit au séjour des personnes qui viennent déclarer un nouveau-né et des personnes qui ne sont pas mahoraises. Donc voilà, ça entend quand même une nouvelle attribution à la fonction d'état civil qui est tout à fait saillante, impressionnante. Donc là, on voit bien qu'il y a eu un processus qui visait à donner des compétences de contrôle migratoire au guichet d'état civil. Et si je permets d'ajouter, on est vraiment dans l'effet de la loi. Aurélie vous a dit comment successivement des politiques ont avancé l'idée du droit du sol, ce qui sous-tendrait que les jeunes enfants qui naissent à Mayotte ont la nationalité française. Alors qu'en réalité, on ne l'a pas automatiquement, et c'est très compliqué, et une grande partie n'ont pas la nationalité française. Non. Donc ce sont des lois à la fois qui viennent attiser à Mayotte en validant les fantasmes les plus terribles, mais c'est vrai que juste ces lois-là ne se justifient pas. Dans le sens où, quand on est à Mayotte, on a un peu de sang, parce qu'il faut prouver qu'on est allé à l'école, et c'est très compliqué. Voilà, prouver qu'on a été à l'école, qu'on est un mot, qu'on est connu des institutions, beaucoup et en fait, quand on vit dans une situation clandestine, de fait, on a quand même tendance plutôt à ne pas être vraiment pris en charge par les institutions, et d'autant plus à Mayotte. Et donc, effectivement, ces justificatifs de scolarité, etc., sont très difficiles à obtenir pour ces enfants. Et en fait, c'est vrai qu'au final, j'ai pas envie de le dire, mais la plupart n'obtiennent pas la nationalité. Et en fait, cette loi Tani, nous, on a fait un entretien avec lui, elle a vraiment un objectif dissuasif. C'est-à-dire qu'en gros, le mot va se passer, donc oui, vous savez, c'est une culture orale, hein, donc les gens vont se le dire, et puis en fait, dans les Comores, les femmes ne viendront plus accoucher car elles auront compris que, en fait, elles ne pourront plus donner la nationalité française à leurs enfants, et Mayotte ainsi sera complètement, ne sera beaucoup moins sujet à toutes ces tensions migratoires, etc., par cette loi qui est tout à fait dissuasive. Et qui justifie par une loi, c'est pour les enfants. Et voilà, c'est dans l'intérêt des enfants. Et ce qui est intéressant, c'est que nous, alors effectivement, la loi a été mise en place depuis très peu de temps quand on était allé en 2019, mais personne ne connaissait ce nouveau statut dérogatoire, et les officiers d'état civil n'ont pas vocation à l'annoncer aux personnes qui viennent faire les déclarations. Donc, en fait, en gros, ce qu'ils nous ont expliqué, c'est si les personnes ne nous prouvent pas leur droit au séjour, on ne va pas leur demander. Donc, en gros, ils font des actes comme ça, où a posteriori,
les gens vont se rendre compte qu'en fait, ils doivent justifier d'une résidence depuis moins de 3 mois au moment de la déclaration de leur enfant, ce qu'ils devront faire peut-être, je sais pas, dans 2 ans, dans 3 ans. Donc vérifier qu'au moment T, ils ont bien prouvé leur droit au séjour. Donc tout ça, ça va être une pagaille pas possible. Et il y a aussi cette tension entre Monsieur Rieu. Bah, tu des anonymes. Ah, pas Monsieur Rieu. Monsieur Brieux. Non, les personnes à l'état civil nous expliquaient qu'ils n'avaient pas vocation à dire aux personnes qu'elles étaient en situation régulière, parce que ce n'est pas leur rôle, et en même temps, l'institution juridique explique que c'est à eux de le faire. Donc on est dans, on est dans un espèce de flou assez incroyable, assez, un flou très flou. Un flou très flou. Donc, j'ai bientôt fini. Sur cette question des officiers d'état civil, donc, je le répète, ils sont arrivés à Mayotte en 97, l'année où il y a eu donc le transfert des actes des cadis vers les mairies. Et nous, ce qui nous intéressait dans cette fonction des officiers d'état civil, c'est comment ils exercent leur fonction au vu de la spécificité de leur rôle au sein de cette île et comment ils vivent le fait de se voir confier un rôle de plus en plus accru de contrôle des frontières et de droit au séjour. Alors, sachant qu'à Mayotte, les tensions sont extrêmement palpables et qu'il y a un niveau de violence. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des décasages à Mayotte, c'est-à-dire que depuis quelques mois, les Mahorais s'organisent dans les villages pour aller, les maisons elles appellent les décases, d'aller expulser des personnes qui sont supposées être étrangères, comoriennes, etc. Donc il y a eu de grosses opérations de décasage l'année passée, et parmi les personnes décasées, personnes qui étaient complètement en règle. Et symboliquement, ils ont été placés place de la République. Donc il y a vraiment une tension très très forte, alimentée à la fois par les pouvoirs locaux et alimentée aussi par l'administration. Donc, de fait, le rôle que peuvent investir les officiers d'état civil dans ce pouvoir nouveau qui peuvent leur être attribué de dire si oui ou non cette personne est susceptible de mériter son appartenance à la nation française, eh bien, c'est un peu jouer avec le feu, en fait, parce que ça peut provoquer des réactions très, très compliquées. Alors là, je vais vous montrer une réaction qui est aux antipodes de tout ce qu'on a pu voir. Donc, c'est le président fondateur de l'association des officiers d'état civil à Mayotte, qui lui avait une position plutôt très militante et qui était vraiment contre ces nouvelles attributions. Donc, il dit récemment, avec la nouvelle loi Asile et Immigration, j'ai été invitée à une formation en tant que président de l'association. Nous prenons le texte et les changements, et à la fin, il y a eu des questions, et j'interpelle le sénateur Tani. Déjà, en tant qu'officier d'état civil, je ne suis pas policier, donc comment prendre leur place? Car le parquet nous disait que nous n'étions pas des gendarmes. Donc comment appliquer ce texte sans abus, et alors que le procureur nous dit que nous sommes à même, au même titre que les gendarmes, de faire des alertes et faire des mentions au niveau des actes. Si un enfant dont les 2 parents est en situation irrégulière, de pouvoir apposer à la naissance de l'enfant que les parents ne sont pas en situation régulière, on vient démasquer les gens finalement, ce n'est pas normal. C'est une charge en plus et on nous rajoute une bêtise qui est politique car on veut empêcher une catégorie de la population à s'insérer. Voilà, alors là c'est vraiment une vision extrêmement marginale de ce qu'on a pu voir à Mayotte. Les visions étaient plutôt antithétiques, nous. Là, on voit d'ailleurs que, attendez, on va passer à ça, ce qu'on a constaté, c'est que les officiers d'état civil étaient plutôt accusés d'excès de zèle dans le fait de trop facilement, de trop questionner, investiguer leur fonction d'essayer de trouver la fraude. Plutôt que de contester leurs nouvelles attributions. Si bien que le parquet civil
civil, lors d'un entretien qu'on a avec eux, se plaint du fait que les officiers d'état civil sont trop dissuasifs, c'est-à-dire qu'ils font trop peur aux papas qui viennent déclarer leurs enfants, et qu'au final, il y a trop peu de fraudes qui arrivent au niveau de la PAF. Et donc, c'est-à-dire qu'en fait, en gros, les pères renoncent, enfin les personnes qui viennent déclarer, renoncent au fait de reconnaître les enfants et ils s'en vont, quoi. Donc là, il y a donc ce que le parquet nous raconte. Donc ce qui est intéressant, c'est la balance entre l'efficacité du dispositif de lutte contre la fraude et la garantie des libertés individuelles. Il y a peu de signalements de fraude, on a dû faire une instruction pour leur demander d'y aller doucement sur la dissuasion, quand on n'avait pas beaucoup d'enquêtes en cours, alors qu'on sait que le système est massif. On a des mairies où les reconnaissances ont baissé de 30, 40, 50%. Effectivement, finalement, les pères qui renoncent à reconnaître. Donc on dit, ah bah, donc ça marche trop bien en fait. Oui, c'est super d'avoir cette baisse-là, mais pour lutter efficacement contre la fraude, il faut la connaître, la documenter. Il faut des enquêtes pour aller au bout, et les officiers d'état civil allaient trop loin dans la dissuasion. Ils sortaient de leurs compétences, les officiers d'état civil. Après, il y a une zone grise entre la dissuasion et le signalement, souvent, lorsque les personnes renoncent au stade préparatoire de la déclaration, on ne peut pas les poursuivre. Donc il fallait, sans provoquer à l'infraction, laisser les gens aller au bout et voir comment ils font et quels sont les mécanismes qui font qu'ils renoncent ou pas. Donc en gros, il faut suspecter la fraude, les laisser faire la déclaration et ensuite enquêter. C'est un peu ça en gros. Donc voilà, un excès de zèle de la part des officiers d'état civil. Ce sera ensuite le dernier extrait d'entretien et on conclura. Le dernier extrait que je vais vous montrer, c'est donc un dialogue entre une des agentes d'état civil qu'on a pu observer à l'hôpital de Mamoudzou avec une jeune fille qui venait avec son bébé. Donc une jeune femme se présente à l'agente, qu'on a appelée Yvette. Un homme est venu déclarer la naissance de son enfant la veille, mais Yvette a refusé de prendre sa déclaration car elle ne croit pas en sa paternité. Le papa qui est venu là, il ne sait même pas votre prénom. Ce n'est pas le papa de l'enfant. Moi, je fais l'extrait avec vous, mais il n'y aura pas de papa. C'est pas le vrai papa. La jeune fille. Mais si, c'est le père. Non, ce n'est pas le papa. Il ne vous connaît pas. Normalement, le papa connaît le nom de la maman. Je fais l'extrait de naissance avec vous, pas avec le monsieur. La jeune fille ne résiste pas. Elle sort du bureau et revient 2 heures plus tard pour procéder elle-même à la déclaration de son enfant. Elle peine à marcher car elle se remet tout juste de son accouchement. Yvette lui remet sa déclaration et lui demande si elle sait lire. La jeune fille répond oui. Munira dira donc à Myriam d'un air grave, l'enfant va porter le nom de la mère. Une fois que la jeune fille est sortie, Yvette s'exclame, une fille de 2002 avec un monsieur de 88 ans, c'est trop ça. Et les 2 autres agentes acquiescent. Yvette ajoute en riant, on s'amuse bien ici, on est comme des détectives privés. Voilà. Donc, un peu un aperçu de la manière dont se pratiquent les suspicions de fraude. Donc là, clairement, elle ne répond pas du tout aux attentes du parquet, puisque le parquet a demandé à ce que finalement le papa fasse la déclaration, et donc il ne l'aura pas fait. Voilà, donc ce qui est intéressant dans cette question-là, c'est que la question des états civils et des officiers, c'est qu'on voit vraiment qu'il y a une fonction frontière entre, comme je vous l'expliquais tout à l'heure avec les rapporteurs de la CREC, entre le pouvoir local et le pouvoir de l'État, donc mairie versus État, et c'est aussi un symbole du processus de sécularisation parce qu'en fait ils sont l'aboutissement du désœuvrement des qualifs, ils prennent un peu leur fonction. On constate qu'il y a eu à la fois une désorganisation dans le transfert de compétences, donc ça c'est tout ce que vous a expliqué Myriam, mais aussi une confusion dans l'attribution des compétences. Les officiers sont-ils là pour contrôler ou pour identifier les personnes, ou bien les deux? Donc voilà, on conclut pour dire que il y a eu de multiples effets délétères des réformes qui touchent le fondement même de la société, donc le statut, l'état civil, la nationalité, la religion, etc. Donc, tous ces fondements qui sont importants dans la construction
construction d'une société, on voit que là, ça a été complètement fait à la va-vite et surtout déconsidéré. Les réformes ont été mal préparées, sans concertation avec la population. Et en gros, l'État n'a pas pris la mesure à la fois donc, du pluralisme juridique qui construit la société mahoraise, qui la constitue, voire l'archipel comorien, parce qu'en fait, c'est aussi une erreur que de considérer Mayotte comme une entité indépendante au sein de cet archipel. Toutes ces réformes-là, donc le statut du cadi, la réforme de l'état civil, il y a également la réforme de la justice civile dont on va parler là, sont intrinsèquement liées à la question de l'immigration clandestine. Et au final, il est un peu insuffisant. En gros, ce qu'on constate, c'est qu'il y a un discours, notamment de la part de l'État, qui promeut un peu la corrélation entre le fait de changer, voilà, une forme de progressisme, changement de la société, etc., et que ce changement passe par le contrôle des frontières, par le fait de, au final, vous allez vous construire une identité, et cette identité, elle passe aussi par la construction des portes de votre identité. Et une des manières de trier ces personnes, ben, c'est la filiation, mais aussi le fait d'isoler l'île au sein de l'archipel. Alors que ça ne fait pas sens, hein, Myriam vous l'a expliqué, ils ont tous effectivement des cousins, enfants, ils ont aussi des terres, ils ont même des fois des maisons, ils ont des grands-parents, ils y vont souvent, enfin voilà. Et donc on voit qu'il y a un paradoxe qui nous marque entre, alors excusez-nous le néologisme, hein, je ne suis pas sûre qu'il existe trop, en gros la maorité, hein, le fait d'être maoré, et le droit local, c'est-à-dire, en gros, est-ce que les vrais Français sont de droit local? Ce qui est intéressant, donc, Myriam nous disait tout à l'heure que pendant la CREC, il y a eu tout ce discours autour du fait que être vrai Français, c'était être de droit commun. Ouais, il y avait une inquiétude en se disant, même des personnes qui passaient à la CREC, qui ne comprenaient pas pourquoi elles étaient de droit local, voilà, alors que les Comoriens, qui étaient de nationalité, étaient de droit commun. Voilà. Donc ils avaient le sentiment d'être moins français que d'autres, et vraiment... Voilà. Et puis, avec la dernière enquête, on avait l'impression, parce que ça semblait paradoxal, alors que la simulation législative, c'était d'aller vers le droit commun, que les vrais Mahorais, en fait, qui ne sont pas Comoriens, ce sont ceux qui seraient des droits locaux. C'est-à-dire qu'à l'affiliation, les dames disaient ça, il y a le droit local, alors eux, c'est vrai. Donc c'est assez paradoxal dans ce mouvement de sécularisation, le signe de la vraie, d'être vraiment un vrai Français, donc un vrai Mahorais, tout ça avec des guillemets, hein, ce serait d'être de droit local. Bon, on espère qu'on ne vous a pas trop perdu.